Bonsoir à toutes et à tous. Les rencontres Atout+3 se poursuivent avec l'ESC Dijon-Bourgogne. Pour la représenter, Jean-Christophe Catane, directeur du bachelor, et Louise Fournier, étudiante en première année de bachelor en section anglophone, sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être là. Et si vous êtes prêts, comme on n'a que 3 quarts d'heure et qu'il y a beaucoup de questions, on va tout de suite attaquer avec Aliénor. Aliénor qui vous demande quels différents bachelors proposez-vous? Alors, nous sommes effectivement, vous l'avez dit, le groupe ESC Dijon-Bourgogne. Historiquement, le campus est implanté à Dijon, donc avec le bachelor marketing et business, donc en 3 ans après le baccalauréat, bachelor généraliste, que nous avons dupliqué depuis 2 ans, donc sur le nouveau campus de Lyon-Confluence, où nous sommes donc depuis la rentrée 2013. Et nous ouvrons parallèlement sur le campus de Lyon-Confluence un deuxième bachelor en alternance à partir de la rentrée de septembre 2015 également. D'accord. Donc c'était pour répondre à Aliénor. Alors, question maintenant de Arthur. Quelle est la particularité de votre école? Alors, je veux bien répondre encore, je garde la main si j'ose dire. Particularité, c'est qu'on fait partie de ce qu'on appelle les grandes écoles de commerce, avec bien évidemment toutes les garanties en termes de diplôme et de formation. En termes de diplôme visé par le ministère de l'enseignement supérieur. L'école a eu également, il y a quelques mois, l'accréditation AACSB, qui est une accréditation, une des 3 accréditations mondiales qui, je dirais, conforte à la fois le positionnement de l'école et surtout, je dirais, son investissement au niveau international à tous les niveaux, au niveau académique. Et puis la spécificité, c'est d'être, je dirais, un bachelor important puisque le bachelor compte un petit peu moins de 400 étudiants sur les 2 sites, donc deuxième programme du groupe ESC Dijon-Bourgogne. Parfait. Alors, une question maintenant spécifiquement adressée à vous, Louise, une question de Juliette. Est-ce que tous tes cours sont en anglais et est-ce qu'il faut être bilingue pour suivre ce cursus? Donc oui, en effet, je fais partie de la filière anglophone cette année, donc ce pour 3 ans. À la sortie du bac, mon niveau était correct, mais pas non plus excellent. Je suis loin d'être bilingue et encore aujourd'hui, j'ai un niveau normal, correct. Et je dirais qu'on l'approfondit au fil des jours grâce à nos professeurs internationaux et puis nos cours donc 100% en anglais. D'accord, donc tous les cours sont en anglais, Oui, mais la on n'a pas totalité. forcément besoin d'être bilingue, il faut juste avoir un niveau minimum, j'imagine. Je pense Et qu'il avoir envie, faut un surtout. niveau minimum, mais après, c'est la motivation le plus important. Suite à tous les cours, on va approfondir chez nous, on a du travail personnel et on va être préparé oralement à parler anglais et c'est l'avantage de cette filière. Donc on progresse vite. Oui. Alors on reste sur le sujet de l'international avec Igor. L'international est-il possible dès la première année? Alors, ça dépend ce qu'on entend par international. Si on entend par international partager des cours avec des étudiants étrangers, aller en stage en entreprise à l'étranger, oui. Dès la première année, ça c'est possible. Et avoir bien évidemment, comme disait aussi Louise, des enseignants étrangers. Par contre, les échanges académiques ne se font qu'en 3e année. Quand on parle d'échanges académiques, c'est-à-dire semestre, donc 6 mois, qui est le semestre d'automne, hiver, ou année entière pour faire le double degree, donc le double diplôme. Et là, tout ça est concentré au niveau de la dernière année de cursus. D'accord, donc on attend la dernière année pour partir à l'étranger, mais l'immersion se fait dès la première année en fait. On est d'accord. Alors, Nicolas B. vous demande combien de stages il faut faire pendant le bachelor? Alors, je veux bien répondre. Beaucoup de stages, volontairement beaucoup de stages. Je crois que c'est important de le rappeler qu'on est dans des formations opérationnelles. Donc, ce que l'on souhaite aussi, comme on dit trivialement, c'est permettre aux étudiants de se faire des lignes sur les CV. Donc, beaucoup de stages, ça veut dire des stages minimum de 3 mois. Je l'ai dit il y a quelques minutes en France ou à l'étranger, à la fin de chaque année. Donc, 3 plus 3 plus 3, vous l'avez compris, ça fait 9 mois de stage sur cette formation de 3 ans. D'accord. Alors, on reste sur les relations avec les entreprises. Avec Alicia, quelle vision les entreprises ont-elles de votre école? Alors, une bonne vision, j'ose espérer, puis sans prétention, j'en suis sûr, parce que je crois que ce qui est important de rappeler à nos entreprises partenaires avec lesquelles on travaille, c'est que, et c'est pour ça qu'elles nous apprécient, c'est qu'on est dans une école où on forme des jeunes opérationnels, et Louise pourra le dire, puisqu'elle nous parlera dans quelques minutes du stage qu'elle a trouvé, jeunes opérationnels qui ont une expertise dans les principaux domaines, que ce soit marketing, finance, surtout langue.
informatique bien évidemment, des jeunes qui ne se prennent pas forcément la tête, qui s'insèrent facilement dans une équipe de travail, puisque toute l'année on leur apprend à travailler en groupe, je crois que c'est important. Et puis on leur donne aussi des valeurs qui sont celles de l'ESC Dijon-Bourgogne, valeurs de solidarité. Valeurs, je le disais, on ne se prend pas forcément la tête. On peut avancer sans se prendre au sérieux, je crois que c'est important. L'investissement aussi, tout au long de leur scolarité dans des associations, ce qui leur permet aussi de gérer des projets. Donc quand ils arrivent en entreprise, effectivement, ils ont une tête certes bien pleine, mais bien faite, qui leur permet, d'être opérationnels tout de suite, quel que soit le type d'entreprise. Très bien. Vous confirmez, Louise? Je confirme tout à fait, oui. Alors, une question pour vous. Enfin, pour toi, parce qu'ils vous tutoient tous. Hein. Stan, Louise, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Bien sûr, j'ai un parcours assez banal. J'ai fait un baccalauréat économique et social. Et puis après, c'était dans la continuité logique de suivre mon parcours par une école de commerce. D'accord. Vous êtes de la région? Oui, je suis de Dijon. D'accord. Ça fait une raison supplémentaire. Oui, aussi. Alors, combien d'heures de cours a-t-on par semaine et est-ce possible d'avoir un job à mi-temps à côté? C'est une question d'Estelle. Je veux bien répondre et puis vous compléterez si vous le souhaitez. On est dans une formation qui est calibrée au niveau européen. Formation calibrée au niveau européen, ça veut dire entre 450 et 500 heures de cours par an. Donc on est tout à fait, conforme dans les normes. Dans les normes, tout à fait. Alors si on divise par 30 semaines pour faire court, on est entre 15 et 20 heures de cours par semaine. Alors ça, souvent, ça déstabilise, parce que quand on sort de terminale et qu'on a eu 30-35 heures de cours par semaine, souvent ça surprend. Ça peut-être même pour certains, décevoir, mais il faut être très clair. Dans ce type de formation, il y a le face-à-face pédagogique, donc c'est 15 à 20 heures, qui sont complétées à la fois par du travail personnel, Louise en a parlé un petit peu, et surtout du travail en groupe. Donc quand on part de ce 15 à 20 heures, on peut multiplier facilement par 2, 2,5. Donc au final, on s'aperçoit effectivement que les journées sont bien remplies, les semaines sont bien remplies. Alors pour la deuxième partie de la question, bien évidemment, on peut avoir un petit job à côté. On a des étudiants, et vous devez avoir sans doute des camarades qui travaillent le soir, qui travaillent le week-end. Un petit peu de vigilance simplement, puisqu'il ne faut pas oublier que, au terme de tout ça, il y a quand même un diplôme à avoir. Et que souvent, les gens qui font ce choix, malheureusement, le font surtout par rapport à des contraintes financières, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais il faut garder à l'esprit quand même qu'il faut avoir de la régularité dans le travail pour arriver jusqu'au terme de la scolarité sans trop de problème. Soyons clairs, oui. D'accord. Alors là, on a un étudiant un futur étudiant qui a la problématique inverse. Il ne veut pas travailler à côté, mais il n'aime pas se lever tôt et il veut savoir si c'est possible d'avoir des horaires adaptés. Non. Pas vraiment. Non. Pour lui, non. Est-ce qu'il peut dormir le matin un peu plus? Non. Quand on a 400 étudiants, malheureusement, on ne raisonne pas par défaut. Je suis désolé d'être désagréable, mais je dirais qu'on a des séquences de cours qui commencent dès 8 heures et qui, pour certaines troisième langues, se terminent à 20h30. Ça ne veut pas dire qu'on a cours de 8h à 20h30, mais je dirais que c'est malheureusement, heureusement, un petit peu un planning plus tard que l'on retrouve en entreprise. Oui. Donc le pauvre, s'il n'arrive pas à se lever pour aller en cours, après ça va être un petit peu difficile. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Voilà. Alors, Esther, concernant les années à l'étranger, faut-il passer un examen de langue type TOEIC, etc. Et l'école nous y prépare-t-elle? Oui et oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, soyons très clairs, quand on est dans une école comme la nôtre qui est accréditée à CSB, on n'a pas le choix. On travaille globalement avec des partenaires académiques étrangers qui sont eux aussi accrédités à CSB. Ça veut dire que le niveau de nos partenaires, au fil des années, a plutôt augmenté. C'est très bien pour tout le monde, pour les étudiants aussi qui trouvent à l'étranger, une qualité importante au niveau académique. Par contre, la contrepartie, c'est que ces partenaires-là veulent avoir des garanties en termes de niveau de langue de nos étudiants. Donc, en gros, au niveau mondial, il y a 3 tests. Il y a le TOEIC, il y a le TOEFL et il y a l'IELTS pour les pays anglo-saxons. Et donc, effectivement, on prépare nos étudiants dès la première année à ces tests de langue, de façon à ce qu'ils puissent se repérer. Alors, on va être tout à fait transparent. On en discutait tout à l'heure avec Louise. Elle a passé l'IELTS. Cette année. Pour l'instant, ça a été moyen en termes de résultats. Donc c'est une alerte qui n'est pas très grave, qui n'est pas très choquante, je dirais, après quelques mois de scolarité. Donc ce qui veut dire qu'on va l'aider de manière à ce que la prochaine fois, elle puisse le réussir sans problème pour pouvoir partir en dernière année à l'étranger. Mais on est vraiment préparés. On a un séminaire international, des professeurs compétents pour ça. On sait à quoi s'attendre le jour de l'examen. Et après, c'est un niveau d'anglais qu'on acquiert au fil des années, je pense.
Ah, parce que vous, votre objectif, c'est de partir dans quelle université? Je ne sais pas encore, mais je suis à l'ESC Dijon vraiment pour l'international. le côté international qu'elle peut m'apporter. Donc on verra par la suite. D'accord. Alors, 2 questions sur l'intégration professionnelle. Question d'Étienne. Est-il facile de trouver un stage? Sommes-nous accompagnés? Et question de Clément. Que faire après le bachelor? Pourrais-je essayer d'intégrer une grande école de commerce? Alors deux questions différentes, mais Oui. quelque part qui se recoupent Qui un se peu. rejoignent un peu. Facile de trouver un stage, je dirais non, parce que la vie n'est pas facile. Donc ça serait malhonnête de dire que c'est facile. Aujourd'hui, il n'est pas choquant d'envoyer une 50aine de CV pour je dirais, dans une recherche de stage. Par contre, il faut être très clair. On met en place une méthodologie, et c'est notre service relations entreprises qui met cette méthodologie en place pour apprendre aux étudiants, je dirais, à chercher dans de bonnes conditions un stage. On a parallèlement un portefeuille effectivement d'offres de stage que l'on fait partager aux étudiants, mais on souhaite que la démarche, je dirais, vienne d'eux. Alors Louise, je crois que vous pouvez peut-être parler un petit peu du stage qui vous attend cet été. Oui. On va peut-être un peu mieux comprendre. Déjà, j'ai cherché par moi-même auparavant. J'ai envoyé plus de 50 lettres de motivation et de CV parce que je pense qu'on est nombreux actuellement à chercher des stages. Et après, j'ai pris rendez-vous avec le service relations entreprises de l'école au moins 4 fois. Service très compétent qui m'a aidé à revoir mon CV, ce qui n'allait pas, les points que je pouvais mettre en avant. Et puis, je l'ai trouvé, donc sur Paris. C'est un choix. Je ne voulais pas le faire à l'étranger dès la première année parce que je vais faire partie de la team admissible, donc accueillir les futurs jeunes pour les oraux. Et c'était vraiment un choix du coup de rester en France. Et finalement, l'objectif du stage de la première année, c'est la relation client, donc contact clientèle. Et je vais donc le faire dans un showroom à Paris. D'accord. Donc il y a peut-être des gens qui sont en train de nous regarder qui vont vous retrouver aux oraux, c'est certain. Dès le 6 mai, je serai là avec toute la team. Voilà. Et pour la deuxième partie de la question qui était, je crois, la poursuite d'études. Que faire après le bachelor? Pourrais-je essayer d'intégrer une grande école de commerce? Bien sûr. On est dans des chiffres, soyons très clairs, quelles que soient les écoles, à plus de 3/4 de poursuite d'études. Donc ça veut dire que dans le schéma européen, on a ce bac+3, donc c'est ce qu'on est en train de dire, le bachelor, bac+3, formation, je dirais, calibrée au niveau international. Après, on a le bac+5 avec le master, donc on rajoute 2 ans. Et puis pour les très courageux, il y a le bac+8, alors là, on est dans du doctorat. Donc pour la poursuite d'études, si on souhaite continuer, par exemple, à Dijon, là aussi, soyons très clairs, aucun passe-droit, c'est-à-dire qu'il faut repasser un concours qui est le grand frère d'Atout+3, qui est Passerelle. Chaque année, on a beaucoup de nos étudiants qui tentent ce concours. Là, je dirais sans prétention, là encore, tous les étudiants de bachelor qui passent le concours Passerelle l'ont réussi. Je crois que pourquoi ils l'ont réussi? Parce que d'abord, ils sont intelligents. Et on est très bien préparés. Et puis, vous êtes très bien préparés aux épreuves orales, à l'entretien de motivation. Ce qu'il faut à un oral, c'est aussi avoir des choses à dire. Et c'est vrai que quand vous sortez 3 ans de bachelor, où vous avez multiplié les stages en France ou à l'étranger, les semestres, les années d'études à l'étranger, on a des choses à dire. Donc je crois que la poursuite d'études en master est quelque chose qui devient assez classique, je dirais, dans ce type de formation. D'accord. Alors, question de Tom. Alors là, je pense qu'il s'adresse à la bonne école. Je rêve de travailler dans l'univers du vin, mais concrètement, quels sont les cursus les plus adaptés? Alors, j'imagine que vous proposez quelque chose en rapport avec cet univers. Alors, si je vous disais le contraire, vous auriez ça peut-être un petit peu étonnant. En France, on est très peu de grandes écoles à proposer des spécialisations dans le vin. Ces écoles qui les proposent sont des écoles qui sont, je dirais, sur des territoires où on sait parler de vin, où on sait faire du vin. Donc, à l'ESC Dijon-Bourgogne, je dirais que c'est un petit peu le fil rouge dans toutes les formations. On a une spécialisation vin. La petite dernière formation qui n'avait encore pas, je dirais, de spécialisation vin était le bachelor. Ça va être chose faite puisque nous lançons, à partir de la rentrée, une spécialisation en 3e année en œnotourisme, puisqu'il y a une vraie demande de la part, je dirais, des entreprises qui sont dans le vin pour avoir ce type de profil. Et je crois que Louise, d'ailleurs, je suis intéressée serait intéressée par cette spécialisation. Oui. Et puis après, bien évidemment, si on parle toujours de notre école, nous avons une grosse spécialisation en master spécialisé. Nous avons une école dans l'école, puisque nous avons la School of Wine, qui est une école qui est, je dirais, depuis de nombreuses années, une des références en France dans le domaine du vin et du management du vin, bien évidemment. D'accord.
Bon, et puis vous avez les vignes à portée de main, donc Tout à fait. pour s'entraîner, pour pratiquer, c'est pas mal. Voilà. Alors, question de l'eau. Il y a 2 campus à Lyon et à Dijon. Et comment ça se passe, la répartition? Alors, est-ce qu'il y a 2 campus déjà? Alors, il y a 2 campus, bien sûr. Il y a un Et seul directeur, comment, puisque je suis le directeur voilà. sur les 2 campus. Et comment ça Il y a des équipes s'organise? derrière, bien évidemment. Il y a une équipe, je dirais, dédiée à Dijon et une équipe dédiée à Lyon. Les 2 campus sont très différents, puisque dans 2 villes différentes. Les 2 villes sont très bien, mais dans des environnements de villes qui sont très Rien à différents. voir, Là encore, on peut imaginer, comme le petit dernier et Lyon Confluence, que le campus de Lyon est plus petit, ne serait-ce que parce qu'il n'y a que la filière anglophone. Exactement le même nombre de cours, exactement le même concours d'entrée à tout+3, exactement le même diplôme important. Des enseignants qui peuvent être partagés sur les 2 campus, mais je crois la même garantie pédagogique et, je le répète, à la fin exactement le même diplôme. Voilà. Et donc, pour répondre précisément peut-être à la question de cette personne, au niveau du concours, effectivement, à tout+3, il y a le choix entre ces 2 campus, Dijon ou Lyon Confluence. D'accord. Donc le choix se fera dès les oraux. D'accord, donc Louise, vous, c'est Dijon. Dijon. Oui. Alors, question de Sonia. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants sur le campus ou sur les campus du coup, il y a de combien sont les promos en fait? Alors, sur Lyon, comme c'est le dernier né, on est sur des promos d'une vingtaine. À la rentrée, on devrait être sur des promos de 40. Donc, je dirais là aussi un confort de travail qui est tout à fait intéressant. Sur Dijon, là, on est sur un gros campus avec pratiquement 2000 étudiants. Et avec, en première année, effectivement, des effectifs qui sont plus importants, puisqu'on est pratiquement à 150 étudiants. Par contre, ça ne veut pas dire que tous les cours se font à 150, puisqu'après, les étudiants sont en groupe, mais on est sur un nettement plus gros campus. Oui. D'accord. Alors, question de Lola. Comment décririez-vous l'école en 3 mots? En 3 mots. Chacun Allez, votre Louise commence. tour, peut-être. Dynamique, chaleureuse et sérieuse. Bon, c'est pas mal, ça fait envie. Voilà. Ça fait envie. Alors, non, très bien. C'est exactement ça, vraiment. Oui, Moi, je dirais bien dans sa tête et bien dans ses baskets. c'est plus de 3 mots, ça. Oh, bon, bah alors vous enlevez celui que vous voulez, mais dans l'esprit, c'est ça. D'accord, Sérieux sans se prendre au sérieux. parfait. Alors, Frédéric voudrait savoir si c'est possible de faire un semestre en Amérique du Sud. Oui. Est-ce que C'est vous avez des oui, accords oui, avec oui, des tout pays à fait, oui, d'Amérique bien du sûr. Sud? Oui. C'est possible, d'autant plus que c'est une destination, je dirais, un petit peu en vogue. Tout ce qui est en rapport avec la langue, je dirais, espagnole est quand même, je dirais, depuis plusieurs années, une tendance montante. Oui. Donc Sans c'est tout problème. à fait possible. Tout à fait. Là, évidemment, pareil, sous réserve de réussir les tests De de langue. langue. Voilà. Et voilà, s'ils ne parlent pas espagnol, ça va être compliqué, mais Alors, non. ça va être compliqué. Après, je peux vous trouver des contre-exemples si je vous parle de notre partenaire en double diplôme en Italie. Les cours sont en anglais. D'accord. Nous, en Corée du Sud, les cours sont en anglais. Bon, donc tout est possible. Tout est possible dans l'absolu, mais après, quand on a terminé ces cours et qu'on se retrouve dans la rue dans un pays où on ne parle Oui. pas du tout la langue, ça me C'est paraît... plus compliqué. Ouais. voilà. D'accord. Alors, pouvez-vous détailler l'organisation de l'oral? Donc ça, c'est une question de Tonio. Mhm. Donc le jour J, comment ça se passe? Bien, d'abord. Oui. Voilà. Louise en parlera dans quelques minutes, puisqu'elle l'a vécu l'année dernière. L'oral, c'est souvent l'épreuve dont on se souvient. Parce qu'un écrit, bon, ça se passe mal, il n'y a personne qui vous le dit, ça se passe bien, personne ne vous le dit non plus, Oui. mais on est content. On s'en rend pas forcément compte, d'ailleurs. Voilà, l'oral, ça peut être impressionnant, parce que d'abord, on est face à 2 adultes qu'on n'a jamais vus, parfois dans une ville ou dans une école où on n'est jamais allé, c'est pas toujours facile. C'est un moment qui est un petit peu, je dirais, différent des autres moments, parce qu'il faut donner le meilleur de soi-même en un minimum de temps. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et puis, quand on prend le cas de notre école, il faut, en amont, avoir produit un document qui s'apparente à un CV, donc avoir réfléchi sur soi-même. Donc, quand on a dit tout ça, on se dit « oulala, ça va mal se passer ». Et puis, je ne vous cache pas que, pas plus tard que ce midi, j'avais une réunion avec mes futurs présidents de jury, puisque le concours commence bientôt. Donc, ces gens-là sont briefés aussi, les membres du jury, pour justement, je dirais, dire aux candidats qu'ils seront reçus dans un grand moment de convivialité, dans du positif. Ce que l'on cherche à l'oral, c'est véritablement que les candidats se révèlent. On cherche, je dirais, des potentiels pour intégrer notre école, mais on ne cherche pas à sanctionner. Donc l'idée, ce n'est pas de partir de 20, et chaque fois qu'on dit une bêtise, enlever des points. C'est de partir de 0, au contraire, voilà, pour aider le candidat à expliquer qui il est. C'est quoi un oral? C'est le candidat, de son côté, va nous prouver qu'il a envie de faire un bout de chemin de 3 ans,
avec nous, et puis nous, on va, je dirais, avoir la garantie que ce bout de chemin, il se passera bien. Alors bon, maintenant, on a l'exemple concret de Louise. Elle va nous dire un petit peu comment elle l'a ressenti. Je pense que c'est à peu près ça, non? Pas trop traumatisée, visiblement. Pas du tout. J'ai vraiment un très bon souvenir de mon oral. Le jury m'a tout de suite mise à l'aise, très convivial. Donc, il a notre CV sous les yeux. Donc, forcément, c'est une discussion qui va s'élargir sur nos passions. Le jury n'est pas là pour nous piéger. Il est là pour évaluer nos motivations, nos compétences, éventuellement nos futurs projets professionnels. Et c'est une discussion qui est censée vraiment bien se passer pour tout le monde à partir du moment où on reste naturel, soi-même, dynamique et souriant. Et tout devrait bien se passer. Puis je crois qu'il faut s'enlever aussi un petit peu des stéréotypes qu'on a dans la tête. C'est-à-dire que si vous bafouillez un oral, oui, c'est pas du tout on va vous autoriser quand même à vous reprendre. Oui. Je crois que c'est important. Oui. Et puis ce qui est bien aussi sur Atout+3, c'est qu'il y a eu des journées de préparation qu'on appelle des JPE, journées de préparation et d'entraînement, où on prépare justement pour cet oral. Il y en a un dernier sur Lyon, sur notre campus de Lyon Confluence, qui est mercredi prochain, 29. Donc s'il y a des candidats qui veulent encore nous rejoindre, ils peuvent. Et je crois que c'est important aussi de faire cet accompagnement en amont, parce que je le répète, c'est un exercice qui est un tout petit peu compliqué à cet âge-là, puisque vous n'avez jamais eu d'entretien d'embauche pour des stages ou des petites choses comme ça, mais globalement, ça se passe très bien. Oui, c'est pas un jeu de massacre. Non, Alors, d'abord, j'ai envie de dire, globalement, toutes les écoles, c'est fini ce temps-là, parce que si vous avez en face de vous une candidate, aussi charmante soit-elle, ou un candidat, qui s'effondre, je dirais, aucun intérêt, ni pour le ou la candidate, ni pour nous. Donc, pas du tout. Oui. Pas du tout. Alors, on reste sur la thématique de l'oral avec Steph. Qu'est-ce que je dois savoir sur votre école pour réussir l'oral? Mis à part ce que vous venez de dire. Je dirais qu'un candidat, puisque c'est un garçon. Steph. Allez, Steph, on part du principe que c'est un garçon. Un candidat qui viendrait chez nous et qui est dans l'absolu incapable de dire 3 mots sur le programme, incapable de dire 3 mots sur la ville dans laquelle il risque d'intégrer pendant 3 ans, ça va coincer, ça c'est sûr. Après, on ne va jamais lui demander qu'est-ce qu'il y a dans tel cours en 3e année, dans la 3e semaine. C'est pas du tout ça qu'on va chercher à. Mais ce qu'il faut, c'est véritablement qu'on voit une réelle motivation. Oui. Il y a des candidats, par exemple, qui ne présentent qu'une seule école, donc un petit peu plus de prise de risque. Louis sait de quoi je parle, puisque c'était son cas. Donc là, on veut véritablement que le ou la candidate montre par A plus B que c'est son bon choix. Oui. Il faut un minimum s'intéresser à la vie de l'école et à l'école en elle-même. Voilà. Donc bien se préparer quand même. Oui, il faut être préparé, oui. Alors comment ne pas stresser lors de l'oral? Donc on évite tous les poncifs qu'on peut voir, le style je prends un verre d'alcool avant, comme toutes les stars avant les tournages. Non, ça bien évidemment on ne le recommande pas. Et calmant, pas trop non plus. Non. On évite ce genre de choses. Alors j'ai envie de dire quelque chose qui est facile à dire, plus facile à faire, être le plus naturel possible. Oui. Voilà. Se dire qu'un oral, même si on est noté, on a le droit à l'erreur. Que nous, membres du jury, je dirais on a l'habitude. Hein. Oui. Moi, je vais dire une petite astuce. Dites-vous bien que nous, membres du jury, on peut avoir des enfants qui ont l'âge de nos étudiants. Donc je dirais, s'ils disent une boîte au lieu d'une entreprise, d'accord, face à un adulte, c'est pas terrible, mais en fait, on comprend. Donc ça, c'est peut-être le conseil que je donnerais, de manière à rester le plus naturel possible. Voilà. Et puis, un oral, ça ne dure jamais qu'une vingtaine de minutes. Oui. Donc, en même temps, ça ne dure pas non plus 3 heures. En général, ça se passe bien parce que c'est court. Et que souvent, autre petite astuce, quand vous avez à la fin des jurys qui disent « mince, c'est déjà terminé, il faut qu'on ne se sépare », c'est une petite astuce pour vous faire comprendre que ça s'est très bien passé. Voilà. D'accord, donc tout le monde va guetter cette phrase maintenant. Bon. Alors justement, qui sont les membres du jury et quels sont leurs profils? C'est une question de Seb22. Alors déjà, il y a la législation et le règlement du concours qui est très strict. Tous les candidats sont interrogés par 2 personnes minimum. On n'a pas le droit de faire du face-à-face individuel. Dans ces 2 personnes, il y a toujours ce qu'on appelle pompeusement un président de jury, qui, on va dire, a la responsabilité du bon déroulement de l'oral, qui est, je dirais, une personne en général permanente de l'école. Donc ça peut être un cadre administratif ou ça peut être un enseignant, qui est accompagné, donc la 2e personne, par soit un autre enseignant, soit quelqu'un du monde économique, donc qui vient d'entreprise, qu'il soit ou non diplômé de l'école. D'accord. Alors, on reste sur ce fameux jury avec Uni. Comment convaincre le jury?
Quelles sont les qualités attendues d'un étudiant qui souhaite intégrer votre école? Et entre parenthèses, je vous remercie de votre réponse et de ce chat. Très bien. Allez, Louise. Alors, que cherche le jury? Bon, Louise, Oui. elle est un peu timide, donc je vais le dire. Elle a eu 20 l'année dernière à l'oral. Elle a eu 20, donc j'imagine que 20, il n'y a pas au-delà. Ouais. Donc elle va Oui. donner sa recette. Vraiment, Ouais. donc on est forcément stressé pour un oral, surtout que là, il y a un enjeu derrière, on veut rentrer dans une école de commerce. Donc c'est sûr qu'on est stressé, mais après, le jury est vraiment là pour vous détendre et apprendre à vous connaître. Donc à partir de 5 minutes, je pense que le stress commence à s'en aller, on est mis à l'aise et vraiment rester naturel, spontané, souriant, à l'écoute. Montrer qu'on a aussi une ouverture d'esprit puisque l'école est portée sur l'international. Donc pourquoi pas, si l'on est intéressé par l'international, le dire. Si l'on a des projets, leur en faire part. Et tout devrait bien se passer, vraiment. Le jury est compétent et sait qu'on peut être stressé. Donc tout devrait bien se passer. Bon, pour vous, ça s'est plutôt Oui. bien passé, en tout cas, visiblement. Alors, Élodie voudrait savoir comment il faut s'habiller. Alors, ça c'est toujours une Grande question question. Oui. un petit peu difficile parce que d'un côté, on dit aux candidats que ce n'est pas un jour ordinaire, donc on ne s'habille pas de façon ordinaire. J'ai envie de dire les 3 basiques, basket, jean, t-shirt, c'est pas possible. D'accord. Parce qu'on est justement dans un jour extraordinaire. Après, on est en 2015. Quand on a 17 ou 18 ans en 2015, costume, cravate, c'est peut-être too much. Oui. Voilà. Oui. On peut tailleur C'est la pour- première fois voilà. qu'on en met un. Donc je crois qu'il faut aussi ouais. comprendre que le dress code a un petit peu évolué. On est effectivement dans quelque chose qui est un petit peu plus cool qu'il y a quelques années. Donc je pense que pour les garçons, c'est un pantalon, je dirais, correct avec une veste correcte. On peut très bien avoir un petit polo dessous. Voilà. Et puis pour les filles, c'est là montrer aussi qu'on a fait un effort. Mais je dirais qu'il n'y a pas... Oui. tout le monde Petite ne- robe, voilà. veste. Mais tout le monde ne doit pas s'habiller en noir ou en gris foncé. Oui. Surtout des vêtements où on se sent bien, parce que Oui. sinon, on va être encore plus stressé. Parce que n'oubliez donc, jamais, chers candidats, que vous allez passer les oraux dans une quinzaine de jours et s'il fait la même chaleur qu'aujourd'hui, vous serez très content Oui, de c'est ne sûr. pas être habillé de façon trop chaude. Oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de rédhibitoire pour vous? C'est une question de Sacha. Moi, j'ai envie de dire manque de respect. Oui. Je crois que ça, c'est la moindre des choses. Puis toutes les valeurs dont a parlé Louis, c'est-à-dire l'écoute. Si on a effectivement un candidat à l'oral qui a pas l'air d'écouter, Oui. voilà, c'est ça. Après, il y a ce que j'appelle, moi, le candidat touriste quoi, qui est en face de vous, Oui. puis qui, sur la route, il a trouvé Dijon, il s'est arrêté. Un peu perdu. Donc il vient un petit peu s'entraîner. Bon, ça, on n'en veut pas parce que c'est pas intéressant ni C'est pour l'un une ni perte pour de l'autre. temps. Voilà, mais globalement, on a, j'ai aucune statistique à vous donner, on a plus de 99% de candidats qui savent très très bien se tenir à l'oral. Parce que d'abord, ils ont bénéficié de notre appui en amont par ces fameux JPE. Et puis, je dirais, en général, ça se passe très très bien. Alors, ce qui est très très rédhibitoire, c'est de ne pas se présenter à un oral. Donc, par pitié, là encore, candidat, si vous décidez pour une raison X ou Y d'abandonner un oral que vous aviez programmé, ayez au moins la décence de Oui. téléphoner à l'établissement en disant pour une raison X ou Y, je ne souhaite pas venir à votre oral. Parce qu'il faut penser à toutes nos équipes, que ce soit les équipes d'accueil ou les équipes concours qui ont préparé. Et Bien souvent, sûr. quelqu'un ce qu'on appelle les no-shows, donc qui ne se présentent pas le jour de l'oral, ça c'est très désagréable. D'accord. Donc, mais au-delà des règles de base, de correction et de politesse, il n'y a rien de vraiment... Non. Être soi-même, Être honnête. soi-même, voilà. honnête. D'accord. Alors, une question pour vous, Louise, de Sacha. Combien d'euros as-tu passé? Bon. Ah bah, j'ai juste passé Bah, voilà. Dijon, du coup. Parce que je voulais vraiment le SC Dijon. Donc, Et 20 je l'ai moyennes obtenu. aux euros, du coup. Voilà. Pour donner un ordre d'idée peut-être à cette personne, sur Atout plus 3, donc 8 écoles, 8 grandes écoles, la moyenne c'est à peu près 2 à 3 écoles au niveau de l'oral. Hein, c'est à peu près... Donc, Et ce qui puis, est- voilà. on a aussi l'anglais en parallèle, en oral. D'accord. Donc, L'épreuve 2 d'anglais, euros, mais oui. pour une école, en fait. En sachant que l'entretien de motivation est coefficient 8 et que l'anglais, c'est 4. D'accord. Je pense que même si, bien évidemment, les 8 écoles sont très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, il ne faut pas non plus trop s'éparpiller. C'est-à-dire, on voit effectivement des candidats qui disent, moi je vais passer, qui ont été admissibles, donc reçus au niveau des écrits dans les 8 écoles, et qui je vais passer les 8 euros. Moi je pense qu'il faut effectivement se limiter, parce que d'abord il y a des problèmes de calendrier. N'oubliez pas que après on enchaîne avec le bac, Oui, aussi. donc il faut, je dirais, garder des forces, et puis on s'épuise à force. Donc on ne peut pas être bon dans les 8. Oui. Non. Donc, vaut mieux sélectionner 2, 3 écoles, voire 4, un grand maximum.
et puis être bon sur ces 4 entretiens. Ou alors avoir la stratégie de Louise qui était je mets mon va-tout sur une seule école, et la preuve c'est que cette stratégie a très bien fonctionné. Il faut un plan B peut-être dans ce cas, mais... J'en avais pas. Bon, une plus grande prise de risque, mais après, je dirais, total respect. Oui, voilà, une grosse exactement. motivation. Donc, il faut déployer d'autres atouts, Oui. bien sûr. Alors, est-ce que le réseau des anciens est puissant? C'est une question d'Alicia. Et est-ce qu'il peut aider à trouver des stages, du travail, etc. Oui et oui. Alors, pourquoi je souris? Parce que samedi dernier, j'étais à la remise des diplômes et nous avons officialisé le 10 millième diplômé. Donc effectivement, on a un réseau de diplômés, donc le réseau s'appelle Réseau 10, qui est puissant. Et la notion de réseau tout court, je dirais, est quelque chose qui est très important dans une école. Les étudiants viennent chercher aussi du réseau. Ça veut dire du réseau pour trouver des stages, pour trouver de l'alternance, pour trouver plus tard des jobs. Et je crois que ça, c'est très important. Donc, toute l'année, on fait intervenir des anciens, soit dans le corps enseignant, soit dans des conférences, soit dans des ateliers de recherche d'entreprise. Parce que, effectivement, je pense que c'est important que cette nouvelle génération ait aussi l'expérience et l'appui peut-être de l'ancienne génération, qui est, elle, passée de l'autre côté, et qui peut faire bénéficier un petit peu de l'expertise qui n'est pas inintéressante. D'accord. Alors, y a-t-il un temps de préparation pour les épreuves orales? Question d'Armel. Alors, chez nous, non. Il y a des écoles où il peut y avoir un temps de préparation. Le temps de préparation, il est pris de façon collective, puisqu'il y a un accueil qui se fait bien avant les oraux. Et puis, je dirais, il y a un coaching à la fois de la part de l'équipe d'accueil, de la part aussi des services, je dirais, concours, qui permettent aussi de rassurer, de préparer, de bien expliquer ce qu'on attend du candidat à l'oral. Voilà comment ça se passe en général. D'accord. Alors, l'apprentissage d'une deuxième langue est-il obligatoire? Question de Tom. Yes. on est dans des écoles qui ont des positionnements, je dirais, très forts à l'international. Donc ça serait de mauvais goût, si j'ose dire, de ne pas faire de deuxième langue. Première langue, on n'a pas le choix, c'est l'anglais, c'est la langue du business, qu'on le veuille ou pas. Donc tous les étudiants, en plus, si on prend le cas de Louise, des cours enseignés en anglais, ont des cours d'anglais. Donc ça, c'est passage obligé. Passage obligé. Après, on travaille au niveau de la deuxième langue sur les grandes langues, qu'on connaît tous, allemand, espagnol, italien. On a du chinois en deuxième langue, on a du russe en deuxième langue vivante. Et cerise sur le gâteau, je ne sais pas si c'est votre cas, Louise, je ne m'en souviens plus, on a aussi possibilité de faire une troisième langue. Oui. Donc non, vous ne l'avez pas prise, pardon. Mais... Et là, on a les langues, je dirais, un peu plus rares. C'est des langues plaisir, puisque c'est une langue optionnelle, donc je dirais que... Pour le plaisir. Pour le plaisir, donc on retrouve du chinois, du japonais, du russe, de l'arabe, du portugais. Donc c'est souvent une langue qui est prise quand, je dirais, l'étudiant poursuit en dernière année, dans un double diplôme ou un semestre dans les pays concernés. Très bien. Alors, l'alternance est-elle possible pendant le bachelor? Question de Quentin. Oui, elle est possible, pareil, comme je dirais l'immersion dans une université étrangère en troisième année. C'est sous forme de contrat de professionnalisation, 1 an, sur un rythme d'alternance qui est 3 semaines entreprise, 1 semaine école, ce qui permet aux étudiants, je dirais, de faire une alternance aussi bien sur Dijon qu'à l'autre bout de la France s'ils le souhaitent. Oui, tout à fait. Ok. Alors, Juliane voudrait savoir si vous accueillez beaucoup d'étudiants en Erasmus. Oui. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le campus de Dijon, où nous sommes 2000, 500 étudiants sont étrangers. D'accord. Donc, c'est une vraie tendance, c'est important. C'est important à la fois pour, je dirais, pour eux, parce que là aussi, on parlait tout à l'heure des valeurs de l'école, la tolérance est une des grandes valeurs qu'on développe au quotidien. Donc, il y a des enseignants étrangers, puisqu'il y a aussi Erasmus, on parle souvent des échanges d'étudiants, mais il y a des échanges d'enseignants. Il y a Erasmus Mobilité, donc il y a beaucoup d'étudiants étrangers et je crois que c'est important aussi de montrer à nos étudiants que plus tard en entreprise, ils seront, je dirais, mélangés à la fois des gens qui n'ont pas du tout leur cursus et qui n'ont pas du tout leur origine et que j'espère, pour la plupart, notamment dans le cas de Louise qui est dans une section anglophone, qu'ils travailleront un jour ou l'autre à l'étranger, donc très tôt. Je pense que c'est important d'apprendre toutes les valeurs quand on peut rencontrer des étrangers, parce que ce sont vraiment des valeurs de partage qui sont essentielles. Donc c'est vraiment une dimension chère à l'école. Oui. Alors Pépita voudrait savoir combien d'élèves sont pris en bachelor chaque année. Soyons très clairs, on dépose un nombre de places au ministère, donc c'est le nombre de places qui est dans la plaquette ATOUPLUS3. Donc là, pour la rentrée septembre 2015, 140 sur le site de Dijon et 40 sur le site de Lyon Confluence. D'accord.
Donc 180 places Voilà. au total. Très bien. Alors, 2 questions. Donc, Pierrot, comment est la vie étudiante à l'ESC Dijon? Et Ryan, Louise, peux-tu nous parler de la vie étudiante? Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations et en fais-tu partie? Donc, question vie associative. Donc, le gros atout de l'ESC Dijon, c'est vraiment la vie associative et étudiante. On a des événements prévus toutes les semaines et des associations très différenciées. On a par exemple l'association Dressing, l'asso mode de l'école, qui a organisé dernièrement un défilé avec beaucoup de boutiques partenaires de l'école. Et c'était vraiment super parce que c'est un gros projet pour les étudiants. Après, on a la chance d'avoir un très bon bureau des étudiants, bureau des arts et bureau des sports. Et du coup, beaucoup d'événements sont organisés au fil de l'année. On a le week-end d'intégration, on a le semi-ski grâce à l'association Madnesque. Beaucoup d'associations. Beaucoup d'activités. Et vraiment, la vie étudiante est géniale à l'ESC Dijon. On est tous conquis par cette vie étudiante. Tout à l'heure, on parlait des étudiants étrangers. Il y a une association, Melting Pot, qui accueille les étudiants étrangers pour leur faire découvrir justement l'école, forcément, puisqu'ils y sont, mais je dirais la ville, et je crois que ça, c'est la région, donc je crois que ça, c'est important aussi, ce relais. Et du coup, nous sommes amenés à les rencontrer, à partager avec eux, donc forcément parler leur langue, et c'est aussi positif pour nous. C'est des paysans pour vous des aussi. Des paysans, et on apprend beaucoup. Alors justement, question de Floris, qui rejoint un petit peu ce que vous avez dit, mais en plus large. Quelle est l'ambiance dans l'école et entre les étudiants? Donc il y a la vie associative et puis il y a tout le reste, l'ambiance. Donc je dirais que grâce à cette vie associative et étudiante, l'ambiance ne peut que être bonne. Les bachelors ne sont pas exclus. On est vraiment mixés au master via les différents événements proposés. Et ça, c'est un point fort de cette école parce qu'on est avec des gens beaucoup plus vieux. On apprend à connaître leur expérience et grâce à ça, c'est vraiment un avantage. Donc des étudiants épanouis, oui, heureux, épanouis, heureux. C'est vraiment une école dynamique et active et on travaille dans la joie et la bonne humeur et c'est ce qu'il faut retenir. Et puis fiers de leur école, je pense que c'est important aussi. Fiers. Et tout à l'heure, on parlait de réseau. Je crois que quand les étudiants se sentent bien dans l'école, après, une fois qu'ils en sont sortis, ils veulent continuer un petit peu, je dirais, bien sûr, ils ont envie d'aider, de ouais. transmettre. Oui. Alors, Alila91 voudrait savoir si c'est facile de trouver un logement et si le campus est en centre-ville. Ça a été un choix des différentes directions de l'école depuis... alors, l'école a 105 ans. Donc c'est une vieille école et le choix des différentes directions de l'école, ça a été de véritablement garder l'école en plein centre. Donc on est en hypercentre à Dijon et on est en hypercentre à Lyon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas loin de la gare, pas loin du tramway, que ce soit à Dijon ou à Lyon, pas loin du métro pour Lyon. Et je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, les étudiants veulent être au cœur de la cité. Pour profiter aussi, je dirais, de la vie nocturne, mais ça, c'est assez important. Dijon, à la différence de Lyon, il faut être là aussi un petit peu lucide, puisque Lyon est la deuxième ville de France, a un gros atout en termes de qualité de logement, c'est-à-dire une offre importante, je dirais, vraiment à côté de l'école, et puis une offre, je dirais aussi, tout à fait intéressante en termes de prix. Ça, c'est un des gros atouts de la ville de Dijon. D'accord. Alors, question d'Eléo, comment décririez-vous la ville de Dijon? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que vous leur diriez? Une ville qui est très surprenante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une ville à laquelle peut-être certains ne pensent pas. Qui est très bien située, ça veut dire quoi très bien située? Ça veut dire pas loin de la Suisse et de l'Allemagne, ça veut dire 1h30 de Paris, ça veut dire 1h30 de Lyon, donc bien située. Une ville qui est mignonne, très sympa. Très sympa. Une grosse ville étudiante. Donc ça veut dire avec une vie étudiante, très active. Je pense que Louise peut mieux en parler que moi, qui est quand même très active, une ville festive, et une ville où on sait bien vivre, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du vin, de la bonne chair, donc où on mange bien, où on sait s'amuser. Et je crois que les étudiants ne se trompent pas, parce que... En plus, c'est vraiment une ville à taille humaine. Voilà. Le centre-ville, on le fait à pied, et c'est un gros avantage de Dijon. Et au cœur d'une région magnifique. C'est ça. Oui. Il faut bien le dire. Vous êtes gâtés, c'est vrai. C'est vrai. C'est beau. Vrai. À Lyon aussi. Hein. Aussi. Ouais. Alors, question de Emma. Quelles sont les entreprises de la région avec lesquelles vous avez noué des partenariats? Vous aviez dit qu'il y en avait beaucoup. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes? Alors, on a, je dirais, les entreprises qui sont très connues, comme Urgo, comme Johnson & Johnson, avec lesquelles on travaille, Laboratoire Merck. On a
de nombreux partenariats aussi, notamment avec Randstad dans l'intérim. On travaille bien évidemment avec des gros cabinets style KPMG, Deloitte. On a véritablement tissé, ne serait-ce que parce que l'école, je le disais, est centenaire, des liens réguliers avec les principales entreprises de la région. Parce que je crois que c'est important aussi d'abord d'associer les entreprises à la réussite et au développement de l'école. Et puis, soyons très clairs, ces entreprises sont aussi des terrains de stage, d'apprentissage et plus tard de job pour nos étudiants. Donc on est dans un système gagnant-gagnant. Oui. Alors, on revient sur le logement parce que c'est quand même une question importante. Question de Didi. Comment se loger à Dijon pas trop cher? Pour les petits budgets, est-ce que c'est facile de trouver? Le logement, par définition, quelle que soit la ville, c'est un gros poste dans des études. Donc les frais de vie, je dirais que... C'est un budget à prévoir. C'est un budget à prévoir. Après, les logements, nous avons effectivement, comme je dirais dans beaucoup d'écoles, des résidences étudiantes qui ne sont pas très loin. Nous avons aussi le logement chez l'habitant, de plus en plus la colocation. La colocation. La colocation, voilà. Et puis, nous avons bien évidemment accès au logement universitaire, puisque nous accueillons, je dirais, d'abord aussi nos étudiants et nos amis boursiers, et puis que les étudiants, je dirais, peuvent avoir accès au logement étudiant. Donc il n'y a pas de, je dirais, de spécificité autre que dans beaucoup de villes étudiantes, à la différence qu'effectivement on est dans une offre immobilière qui n'est pas très chère. Donc ça c'est quand même un atout par rapport, je dirais, à d'autres environnements. D'accord. Alors, Cerise, est-ce que c'est payant les journées de préparation aux oraux? Oui, c'est vraiment payant. Alors payant pas en prix, on est bien d'accord. C'était peut-être ça la question. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Payant en prix, non. C'est gratuit. C'est le gros atout d'Atout+3, c'est le cas de le dire. Et payant, alors, en termes d'efficacité, oui, vous allez être préparé, vous allez être coaché. On va vous dire ce qu'il faut mettre en avant. Vos motivations vont être revues. Voir vraiment si les choses à dire le jour de l'oral. Et c'est que du bonus, c'est vraiment que du bonus. Donc il faut les faire. Je pense, moi je les conseille vivement, oui. Vous les aviez faites? Je les avais pas faites parce que ça n'existait pas encore. Et là c'est tout nouveau et je les conseille vivement. D'accord. Donc c'est gratuit, mais c'est payant. Voilà. En gros, pour répondre, oui, c'est payant. En termes à sa question. Tout à fait. Bon, eh bien, le temps imparti s'est écoulé. Je crois qu'on a balayé pas mal de sujets. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Un petit mot de conclure avant de laisser le plateau à l'EM Normandie. Très bien. Moi, j'ai envie de dire, venez nous rencontrer lors de vos oraux. Je peux vous dire qu'on ne serait absolument pas déçus. Et on se retrouvera à la rentrée. Et nous la team admissible vous attend à partir du 6 mai. On est vraiment très motivés, très dynamiques et on espère vous rassurer avant ce fameux oral. Bon, merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt. Merci.